Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission où j'ai le plaisir de recevoir Bruno Coleman, économiste bien connu des milieux financiers, mais également des médias et même du grand public. Bruno Coleman, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Alors vous êtes également membre de l'Académie royale de Belgique, professeur à l'UC Louvain et à l'ULB, mais aussi écrivain. Vous avez à votre actif 70 ouvrages, co-signés ou signés. Et le dernier, qui est en cours de préparation, va s'intituler « Avec une brûlante inquiétude ». Alors une première question, Bruno Coleman. Ce qui frappe, c'est le titre qui vient en fait d'une encyclique du pape Pie XI de 1937. Alors quel est le lien entre ce livre et les événements de 1937 ? Eh bien, ce livre, c'est d'abord une prise de conscience. Ma génération d'économistes a considéré l'écologie comme étant un problème accessoire ou à traiter de manière supplétive. Aujourd'hui, il faut le traiter de manière endogène. Et donc, j'ai voulu reformuler ma pensée en mettant l'écologie au centre de ma réflexion économique. Et le titre du livre, effectivement, que j'ai emprunté à cette encyclique, est tellement parlant. Une brûlante inquiétude, c'est un texte qui a été écrit en 1937, qui était destiné à prévenir des dangers du nazisme, qui a été lu le jour des Rameaux, en Allemagne, transmis d'ailleurs clandestinement dans ce pays. Il y a eu des persécutions suite à sa lecture. Et donc Pie XI avait compris, je crois, les dangers du totalitarisme, tant communiste qu'émanant de l'Allemagne nazie. Et donc cette coïncidence de titre m'a frappé parce qu'une inquiétude, je crois qu'on la possède tous maintenant, et elle est brûlante parce que nous vivons un changement climatique qui va rendre le monde extrêmement dangereux. Et je crois qu'on est dans les quelques dernières années d'apaisement avant que de grands tourments s'abattent sur l'univers. Dernièrement, vous critiquez aussi, vous n'hésitez pas à critiquer une économie néolibérale qui, pour vous, est en partie responsable de cette situation. Est-ce qu'il est possible de changer de système ou est-ce qu'il faut plutôt le corriger ? La critique du néolibéralisme, ça ne relève pas chez moi d'une conversion tardive parce que j'ai déjà commis deux ouvrages, il y a 3 et 4 ans, à ce sujet. J'étais prédisposé en fait à défendre le néolibéralisme parce que je suis en partie issu d'une famille américaine, j'ai étudié aux États-Unis, j'ai travaillé à New York, à la Bourse de New York, mais en même temps je me suis rendu compte que le néolibéralisme avait en fait comme fonction de dénaturer le capital, les hommes, la nature aussi, au profit d'une exploitation narcissique du présent. Et qu'en vérité, on aspire par ce système économique les ressources de la nature pour les transformer en jouissance, en biens, en argent. Et on ne se rend pas compte en fait qu'on doit, dans ce concept, intégrer les externalités. Le marché financier n'intègre pas correctement le monde réel des externalités. Et donc, ma réflexion va plus loin qu'une simple critique absolue du néolibéralisme. Elle va vers la réhabilitation immédiate et nécessaire de ce que j'appelle les États stratèges. Terme que j'avais utilisé la première fois il y a une quinzaine d'années, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais qui révèle, je crois, la réalité de la nouvelle articulation politique dans laquelle on va devoir évoluer. Et en vérité, le néolibéralisme a eu comme objectif d'écarter l'État de la gestion de la cité ou de considérer que l'État avait un rôle supplétif pour équilibrer plus ou moins les distorsions sociales. Et donc l'État, en fait, a trouvé dans le marché une sorte d'aboutissement, alors que l'État aurait dû faire face à face au marché et avoir une logique de dialogue partenarial plutôt que de s'escamoter devant ce nappage global du néolibéralisme d'origine anglo-saxonne. Alors, qu'est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, les États peuvent faire pour contrer un petit peu cette logique toute puissante du néolibéralisme ? On dit souvent que les États sont un peu impuissants face à certaines multinationales. Vous rejoignez cette vision ? Oui, mais d'abord, un État ne peut pas être impuissant. C'est vrai que la légitimité d'un État s'arrête aux frontières, et on peut évidemment voir toujours les choses à un niveau continental, mais l'État, même petit, je parle de l'État belge, a des choses à faire. Vous parlez de société internationale. On n'a pas résolu aujourd'hui la qualité du dialogue avec ce qu'on appelle les GAFA ou les GAFAM. Alors certains ont voulu les taxer, mais aujourd'hui, par exemple, on se rend compte que ces entreprises utilisent nos infrastructures de manière importante, routières, ferrées, postales. On pourrait demander, et je crois que le Danemark a d'ailleurs un ambassadeur auprès des GAFA, à ces entreprises de cofinancer nos infrastructures publiques. Mais de manière plus générale, je pense qu'il faudrait que l'État ait des personnes clairvoyantes, intelligentes, qui puissent être associées, quand c'est nécessaire, à la gestion des entreprises. Nous avons, par exemple, en Belgique, été volontairement dépossédés de notre énergie.
qui est produite maintenant par une entreprise étrangère. Je crois que rétrospectivement, c'était une erreur. On aurait pu imaginer que l'État belge garde un droit de regard, ne soit pas simplement un régulateur, mais un acteur. Et c'est valable dans toute une série de domaines. Et je crois que s'il y avait un État qui est géré par des personnes intelligentes, visionnaires, qui donnent confiance, le secteur privé serait beaucoup plus apte et prône à vouloir entamer ce dialogue avec l'État plutôt que de vouloir échapper à la pression fiscale. Alors vous évoquez la crise de l'énergie, hein, on est en plein dedans. D'ici quelques jours, on espère que des mesures européennes vont être prises. Qu'est-ce que l'Europe devrait faire, selon vous, pour améliorer la situation, voilà, cette crise énergétique, diminuer la dépendance par rapport au gaz notamment? D'abord, il faut, je crois, réaliser que le monde est en train de vivre une rupture extrêmement profonde. Donc, cette crise, cette guerre ukrainienne, qui est destinée d'ailleurs à devenir une guerre de tranchées et qui va durer des années, est une fracture du monde occidental. C'est une guerre qui n'est pas simplement russo-ukrainienne, c'est une guerre qui est animée par les Américains, menée contre les Russes sur le sol européen. Donc c'est le pire scénario qu'avait imaginé à l'époque Charles de Gaulle, c'est-à-dire une confrontation des deux grandes puissances de l'époque sur le sol européen, raison pour laquelle il avait développé une force de dissuasion nucléaire dans des sous-marins pour pouvoir délocaliser les sources de riposte du territoire français. Mais aujourd'hui, on a une guerre en fait russo-américaine dont les Européens sont les spectateurs quasiment impuissants. Le problème de l'énergie va continuer à se poser. Donc on va vivre maintenant dans un contexte d'énergie qui sera non seulement plus onéreuse, mais aussi plus incertaine, avec la révélation de notre dépendance par rapport à la Russie. On ne va pas résoudre facilement ce problème d'énergie, parce que, à part la sobriété, mais encore de manière modique, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions, et nous avons des entreprises qui sont extrêmement consommatrices d'énergie. Non, ce qu'il va falloir faire, c'est rétablir un contexte fiscal, social, qui permet à chacun, selon ses moyens, d'absorber la facture énergétique. C'est ça le problème. En fait, je crois qu'à terme, on va devoir imaginer que la facture énergétique soit modulée en fonction des revenus globalisés d'une personne, pour que les personnes les plus faibles, les moins pourvues, on va dire, puissent décemment vivre et avoir un accès à l'énergie. Les personnes qui sont plus riches, qui ont de plus grands revenus, paieront bien plus cher leur énergie. Donc en fait, la réflexion n'est pas qu'énergétique, elle est sociale. Elle pose la question de l'équilibrage des contributions à l'État, du rôle de l'État. Et nous avons pendant trop longtemps, je crois, vécu dans un contexte où le capital a pour une grande partie extrait les gains de productivité de l'économie au détriment d'un travail qui est en fait la principale source de taxation dans la plupart des pays européens, mais en Belgique plus particulièrement. Alors Bruno Coleman, je reviens un instant à votre inspiration. Hein. Vous avez évoqué l'encyclique du pape Pie XI tout à l'heure. Est-ce que la doctrine sociale de l'Église, aujourd'hui, peut jouer un rôle, peut inspirer justement ceux qui prennent des décisions au niveau économique et politique? Je serais sans doute pas la meilleure personne pour pouvoir répondre à votre question, parce que je suis de formation ULBiste et donc libre-exaministe. Mais quand même quelque chose à dire. Mais tout à fait. Mais voilà. Mais il n'empêche que par souci d'ouverture d'esprit et de curiosité, j'ai lu plusieurs encycliques. Et effectivement, la doctrine sociale de l'Église, qui commence par Rerum Novarum, est intéressante. Elle a émergé en fait vers la dernière partie de la révolution industrielle du XIXe siècle. Et je pense que ce sont des textes extrêmement intéressants. Et d'ailleurs, je dois dire qu'au titre d'économiste, le fait d'avoir, par exemple, pendant très longtemps, réfuté la notion de taux d'intérêt, qui paraît en fait complètement iconoclaste à l'aune de la finance moderne, est une réalité que nous avons connue récemment, puisque les taux d'intérêt avaient disparu. Et ça m'a donc porté à redécouvrir la relation, la perspective de l'Église par rapport au capitalisme. Et je crois qu'il y a en fait beaucoup de tempérance à trouver dans ces encycliques, beaucoup d'équilibre, beaucoup de nuances. Elles sont en fait assez douces en termes de lecture, elles ne sont pas vindicatives. Et si on enlève l'aspect purement religieux, qu'on peut d'ailleurs écarter du cœur de certaines encycliques, on a des textes d'inspiration extrêmement intéressantes. Bruno Coleman, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour nous partager vos inquiétudes et aussi des pistes de solutions pour améliorer la situation écologique actuellement, qui est évidemment extrêmement préoccupante. Merci à vous aussi d'avoir été avec nous. On rappelle quand même le titre de votre futur livre qui va bientôt sortir, avec une brûlante inquiétude. Si vous souhaitez revoir cette émission, eh bien rendez-vous sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Bonne fin de journée ou de soirée à notre compagnie et à très bientôt.